Plus contagieux mais moins dangereux. Ces derniers jours, l'Organisation mondiale de la santé tente de rassurer sur le variant Omicron. Elle se base sur les premières études cliniques. Le laboratoire Pfizer assure de son côté que le vaccin est toujours efficace face au nouveau variant après 3 doses. Il promet un nouveau départ à l'Allemagne. Olaf Scholz, investi chancelier, il tourne officiellement la page des années Merkel. Avec lui, c'est une coalition inédite des sociodémocrates, des Verts et des libéraux qui arrivent au pouvoir. On verra qui est celui qui prône le retour à la rigueur budgétaire. Et puis cette crise politique au Burkina Faso, le pays est sans gouvernement après la démission du Premier ministre Christophe Dabiré. Toutes les précisions dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est donc un vent d'optimisme prudent qui souffle sur le front sanitaire. Ce mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé que le variant Omicron semblait avoir un taux de réinfection plus élevé, mais sans provoquer pour autant de symptômes sévères. Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont rassuré eux aussi. Avec une 3e dose, leur vaccin est toujours efficace. Selon une première étude sud-africaine, le variant n'échappe pas complètement à l'action du vaccin de Pfizer. Bilal Tarabeh. Un variant qui se transmet beaucoup plus vite mais qui est moins dangereux, c'est ce qu'observent des scientifiques en Afrique du Sud, là où a été découvert le 14 novembre dernier le variant Omicron. Nous voyons beaucoup de gens qui ont été infectés par le variant Omicron mais qui sont moins malades. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en 10 jours, nous sommes passés dans ce pays de 260 cas par jour à 12, 13, 14 000 cas par jour, mais sans mettre les services de réanimation sous pression. Un constat à prendre avec prudence pour l'Organisation mondiale de la santé. Les premières études qui remontent d'Afrique du Sud suggèrent un risque accru de réinfection avec le variant Omicron. Mais il nous faut plus de données. Il y a aussi des preuves que le variant Omicron provoque des symptômes moins graves que le variant Delta, mais là encore, il est trop tôt pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Tandis que la découverte du variant Omicron déclenche le retour de restrictions à travers le monde, les laboratoires Pfizer-BioNTech affirment que leur vaccin reste efficace. Nous sommes très ravis de vous informer que 3 doses du vaccin actuel induisent un niveau de protection robuste. Là encore, l'OMS appelle à la prudence. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce dont on a vraiment besoin maintenant, c'est un effort de recherche coordonné pour ne pas sauter sur des conclusions après chaque étude. Pfizer-BioNTech s'appuie sur une nouvelle étude, mais les laboratoires ne l'ont pas rendue publique. Les laboratoires américains et allemands annoncent par ailleurs poursuivre la mise au point d'un vaccin spécifique contre Omicron qui pourrait être disponible d'ici le mois de mars. En attendant, c'est la 5e vague de Delta qui inquiète en Europe. L'épidémie poursuit sa progression en France avec plus de 61 000 cas recensés ce vendredi. Il y a désormais plus de 2400 malades en réanimation. Une tension hospitalière de plus en plus forte. 6 régions ont désormais activé leur plan blanc. Il a été déclenché ce mercredi dans les hôpitaux en Île-de-France, en Occitanie, dans les Pays de la Loire et en Bourgogne-Franche-Comté. Un dispositif qui permet notamment de mobiliser tous les acteurs de santé, notamment privés. Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure. Là-bas, c'est la progression du variant Omicron qui inquiète aussi. Déjà plus de 550 cas comptabilisés, c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Le gouvernement qui veut sauver Noël instaure son plan B au programme retour au télétravail et pour la première fois, un pass sanitaire est instauré. Écoutez Boris Johnson. Il est de plus en plus évident qu'Omicron se développe beaucoup plus vite que le précédent variant Delta et qu'il se répand rapidement dans le monde entier. À partir de ce vendredi, nous étendrons l'obligation légale de porter un masque dans la plupart des lieux publics ouverts, y compris les théâtres et les cinémas. Nous rendrons également le pass sanitaire obligatoire pour entrer dans les boîtes de nuit et les lieux où se déroulent de grands rassemblements. Ceux qui accueillent plus de 500 personnes en intérieur, ceux qui accueillent plus de 4000 personnes en extérieur et tout type de lieu accueillant plus de 10 000 personnes.
Et Boris Johnson qui a dû aussi présenter des excuses pendant cette conférence de presse. Ces restrictions sanitaires arrivent en effet en pleine tempête politique au Royaume-Uni. En cause, une vidéo postée sur Internet. On y voit son attaché de presse plaisanter sur une fête de Noël qui aurait eu lieu à Downing Street l'an dernier. Une affaire qui a provoqué l'indignation des Britanniques, privés eux à l'époque de retrouvailles familiales. Sa conseillère a donc présenté sa démission ce mercredi. L'actualité de ce mercredi, c'est ce passage de flambeau synonyme de nouvelle ère en Allemagne. À 63 ans, Olaf Scholz a officiellement été investi 9e chancelier par le Bundestag. Angela Merkel a donc pris sa retraite après 16 ans au pouvoir. Place donc à une coalition inédite des sociodémocrates du SPD, des Verts et des libéraux du FDP. Priorité affichée ici, le climat, la modernisation des infrastructures et le retour à la rigueur budgétaire. Mais qui est donc le nouvel homme fort de la première puissance européenne? Portrait signé Florent Rodeau. La politique, Olaf Scholz s'y intéresse dès sa jeunesse. Il rejoint le Parti social-démocrate alors qu'il est encore adolescent. Au départ, il s'identifie plus aux membres de l'aile gauche du parti, mais très vite, il préfère s'engager avec les centristes du SPD. Après une carrière d'avocat spécialisé dans les questions relatives au travail, Olaf Scholz est élu au Bundestag en 1998. Il a alors 40 ans. La même année, il épouse Britta Ernst, elle aussi engagée au SPD. Entre 2002 et 2004, il est secrétaire général du Parti social-démocrate. La presse le compare alors souvent à un robot, lui qui défend bec et ongles les réformes impopulaires de son idole, le chancelier Gerhard Schröder. Olaf Scholz devient 3 ans plus tard ministre du Travail dans le premier gouvernement de coalition d'Angela Merkel. En 2011, il est élu maire d'Hambourg, un poste qu'il occupe pendant 7 ans avant d'être nommé ministre des Finances et vice-chancelier. Bien qu'il soit membre d'un autre parti que celui de la chancelière Merkel, durant sa campagne, il a tenté de se présenter comme un candidat de la continuité, adoptant même le célèbre geste de la main de la chancelière sur cette couverture d'un magazine allemand. En tant que leader du SPD depuis près d'une décennie, il a acquis la réputation d'homme méticuleux, sûr de lui et ambitieux, mais il n'est pas connu pour être charismatique. La presse étrangère l'a même élu politicien le plus ennuyeux du monde. Cet homme de 63 ans a lui-même admis qu'il n'était pas particulièrement émotif en politique. Son atout, selon lui, être un homme d'action qui apportera de la stabilité et un leadership solide dans cette Allemagne post-Merkel. L'actualité en France, c'est cet hommage d'Emmanuel Macron aux victimes du régime du maréchal Pétain dans le cadre d'un déplacement de 2 jours dans plusieurs villes du Cher et de l'Allier. Le chef de l'État s'est donc rendu à Vichy, ville du gouvernement collaborationniste avec l'Allemagne nazie. Il a appelé à ne pas manipuler l'histoire. David Gilberg. Moment de recueillement devant la stèle en mémoire aux Juifs raflés à Vichy le 26 août 1942. Aux côtés du président de la République, le couple Klarsfeld, inlassable représentant des fils et filles des déportés juifs de France. Emmanuel Macron marque ensuite une autre pause face à la plaque rendant hommage aux 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Cette visite dans ce qui fut la capitale de la France collaborationniste de 1940 à 1944 est seulement la 3e d'un chef de l'État depuis la fin de la guerre. Nous connaissons notre histoire, elle a été établie par les historiennes et les historiens de France et du monde entier sur la base de traces, de preuves qui ont été reconstituées à travers le temps et qui ont permis d'établir une vérité historiographique. Et je pense que ça c'est important, de ne jamais le remettre en cause. Cette histoire, ça n'est pas à Vichy seul de la porter, c'est l'histoire de la France. Et en effet, c'est ce régime de l'État français qui a décidé de collaborer avec l'occupant. De quoi alléger le poids de l'histoire pour la ville et son maire qui demandent que l'on cesse de parler du régime de Vichy. Mais aussi une manière de s'opposer sans le citer au révisionnisme d'Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite à la présidentielle qui affirme à tort depuis des années que le maréchal Pétain aurait sauvé des juifs français.
Et on en vient maintenant à l'actualité en Afrique, avec cette crise politique au Burkina Faso. Le pays n'a plus de gouvernement. Après la démission du Premier ministre Christophe Dabiré, fin novembre, le président Kaboré avait annoncé des changements à venir pour constituer une équipe gouvernementale resserrée, plus soudée, avait-il dit, et cela face aux défis djihadistes qui menacent la sécurité du pays. Les précisions de Bilal Tarabé. C'était le 27 novembre dernier. Derrière une banderole « Sauvons le Burkina Faso », la population réclame des comptes au gouvernement, accusé de négliger les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, envoyée au front contre les djihadistes. Environ 15 jours plus tôt, une attaque djihadiste contre un détachement de gendarmerie à Inata, dans le nord du pays, avait fait plus de 50 morts. Si les FDS ne peuvent rien dire, nous les épouses, nous allons sortir pour dire à ce gouvernement qui envoie nos maris de façon injuste à l'abattoir. C'est donc finalement le Premier ministre burkinabé qui a fait les frais de la colère de la population. Christophe Dabiré a présenté sa démission ce mercredi, entraînant celle de tout son gouvernement qui reste chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination du prochain exécutif. Après la tuerie d'Inata, le président Kaboré, lui aussi visé par la colère d'une partie de la population, avait sous-entendu la possibilité d'un remaniement à venir. Oui, j'ai compris votre message, qui nous invite à un changement de paradigme. Ici, c'est une manifestation contre un convoi de l'opération Barkhane qui a dégénéré. Les Burkinabés, excédés par les violences djihadistes, sont en colère contre leur gouvernement, mais aussi en colère contre les forces françaises. Depuis 2015, ces attaques djihadistes ont fait environ 2000 morts et déplacé près d'1,5 million de civils. Et l'actualité du continent, c'est aussi cette attaque au Mali contre les forces de la MINUSMA. Une explosion s'est produite dans le centre du pays, dans la région de Mopti. Au moins 7 casques bleus togolais ont été tués. On déplore également au moins 3 blessés graves. La correspondance à Bamako d'Anne-Fleur Lespio pour France 24. Qui a eu lieu ce matin entre les localités de Douenza et Sévaré, dans la région de Bandiagara, proche de Mopti, lorsqu'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé sur la route nationale 16, une route où des IED sont régulièrement posés, une route également contrôlée par des groupes djihadistes ainsi que par des milices d'autodéfense qui braquent aussi régulièrement les véhicules qui l'empruntent. Alors dans un communiqué publié par la mission de l'ONU, le représentant spécial et chef de la MINUSMA, M. El Ghassim Mouane, a condamné cette attaque et rappelé avant tout l'urgence de la stabilisation au Mali, une attaque qui alourdit une nouvelle fois le nombre de morts au sein de la mission de l'ONU, puisque la MINUSMA est aujourd'hui l'opération de la paix la plus périlleuse pour les casques bleus, avec plus de 200 soldats tués dans le cadre de la mission de la paix au Mali. Et on en vient maintenant à cette inauguration très attendue à Barcelone. Tous les regards se sont tournés ce mercredi vers l'édifice le plus emblématique de la capitale catalane, la Sagrada Familia. La plus grande des 9 tours déjà achevées a été inaugurée. Une gigantesque étoile de verre et d'acier, vous allez le voir, s'est illuminée à plus de 138 mètres de haut. Et Tanadji. Sa silhouette extravagante est indissociable de Barcelone et de la Catalogne, tout comme ces grues géantes qu'il suffit de chercher au loin pour la localiser. La Sagrada Familia, c'est l'histoire d'un chantier éternel, d'un chantier obsessionnel pour celui qui l'a commencé en 1883, l'architecte moderniste Antoni Gaudi. Et voici la 9e tour sur les 18 que comptera la Sagrada, inaugurée ce mercredi, celle de la Vierge Marie, reconnaissable avec sa gigantesque étoile de verre et d'acier. Elle fait la fierté de Jordi Fauli, l'architecte en chef du monument, et peut-être l'homme qui achèvera le chef-d'œuvre de Gaudi. Lorsque je suis arrivé, la construction avait commencé seulement sur 3 colonnes. Celle de la partie ouest, elle faisait 10 mètres. La Sagrada Familia, c'est des travaux qui se sont étalés sur près de 140 ans. Gaudi s'y consacre pendant 4 décennies, jusqu'à sa mort en 1926, percuté par un tramway à la sortie de son chantier.
Une œuvre presque vivante qui fait la fierté des Catalans. Près de 5 millions de visites en 2019, avant sa fermeture au public avec l'arrivée de la pandémie. On a dû arrêter les travaux, on n'a eu quasiment aucun visiteur pendant une année. Il y a eu des donations, mais sans les revenus du tourisme, l'avenir s'est beaucoup assombri. Les architectes espéraient terminer l'ouvrage en 2026, date du centenaire de la mort de Gaudi, un objectif qui semble aujourd'hui compromis. Voilà, fin de cette édition. Prochain journal dans 15 minutes. À tout à l'heure.